Voilà, je vais de suite donner la parole à notre ami Bernard Edgozi. On a, dans les figures qui sont dans cette table ronde, dans ces personnalités, il y a des gens qui n'ont pas besoin de démontrer que dans la fibre, dans leur ADN, l'engagement est consubstantiel de ce qu'ils sont. Pourquoi, Bernard, on était aussi heureux de t'accueillir? Parce que ce que tu as développé à Créteil, compris dans les années SIDA, auprès des situations de haute vulnérabilité sociale, également face à la maladie, est considéré comme exemplaire. Et en tous les cas, c'est un modèle qui a inspiré bien des initiatives. Donc c'est à la fois l'ancien combattant et le combattant d'aujourd'hui sur d'autres fronts, notamment dans les pays émergents, en Afrique par exemple, qu'on sollicite une intervention un peu liminaire de 10 minutes. Merci Emmanuel. Je te remercie de prendre le risque de me donner la parole, parce qu'après il faudra me la reprendre. Et puis le risque pour moi de l'accepter, parce que c'est déjà le principe de frustration qui a démarré. De quelle place je parle? Donc moi je suis médecin, à la case départ, un peu traître aux soignants, je suis plus tôt du côté santé sociale, et très impliqué dans la question de la lutte contre les inégalités de santé depuis plus de 30 ans. De santé. Et quand je parle de santé, de quoi je parle? La référence qui me convient parfaitement, elle a été citée il y a quelques instants sur la culture, c'est le rapport du père Wresinski au Conseil économique et social en février 87, si je me souviens bien, je crois que ma référence est exacte, sur la nouvelle pauvreté, où il explique que pour avoir une place dans la vie de la cité, qu'on peut appeler être inséré dans la vie de la cité, il y a 4 pieds, à la limite. Vu ce que j'ai entendu, je suis d'accord, il y en a même 5. Mais le 5e, il l'a mis à part, pas le même jour, mais c'est avoir un toit, avoir une formation, avoir un travail et la santé. Et je rajouterai l'accès à la culture qu'il avait mis après et qu'il a remis dans le paquet cadeau. Et pour moi, tout ça, c'est déterminant, déterminé. On ne sait pas du tout qui est causant de l'autre et qui est causé par l'autre. Mais que c'est indissociable. Et c'est un peu cette approche qui est la mienne et qui me convient parfaitement et que j'ai sur laquelle je travaille depuis 30 ans, essentiellement sur la question des publics vulnérables. Donc l'histoire, elle a commencé pour moi, il y a un peu plus de 30 ans, parce que la question de vivre ensemble, moi je suis né en Algérie, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 16 ans en Algérie, où le vivre ensemble, il avait un sens. Et puis j'ai traversé la mer, je suis arrivé à Créteil, puisque Sarcelles était complet, et là aussi le vivre ensemble, il avait un sens. Parce que je ne suis pas fils de colon, mais quand même, le regard de l'autre, c'était celui-là. Tu viens d'Algérie, tu es un pied noir, tu es fils de colon. Donc, il y a un truc là, difficile à... J'ai digéré, je suis grand, j'ai payé un analyste longtemps, donc ça va, tout va bien, merci. Mais quand même, le vivre ensemble, il avait un sens. Et puis, vivre ensemble, c'est quand même, depuis 1977 que Laurent Catala est maire de Créteil, c'est le journal de Créteil, il s'appelle Vivre ensemble. Et le dernier numéro est sorti la semaine dernière. Donc tout ça, alors il y a plein de sens, il y a plein de choses, il y a plein de contradictions qu'il faut assumer au quotidien, parce qu'on est là-dedans, on est au cœur de foultitude de contradictions. Moi j'ai un gros sac de billes, quand même 30 ans de dur et loyaux services, de sueur, de labeur, aussi de quelques succès, faut pas trop abuser, on n'est pas là pour pleurer. Et j'ai beaucoup de billes dans mon sac. Alors après, comment les ranger, comment vous en donner quelques-unes, c'est un peu difficile. Donc moi j'aime bien, quand on me donne la parole, raconter des histoires. J'aime bien. Bon, tant pis, hein. Tant pis ou tant mieux. Donc je vais vous raconter 3-4 histoires, mais courtes, hein. Je vais essayer de les faire brèves. Première, c'est l'histoire des réseaux. Moi je suis médecin généraliste dans une banlieue, par choix, installé il y a 40 ans, quasiment jour pour jour, 41 ans même. Et on s'est coltiné très vite, dans les 10 premières années d'exercice, avec élan, sans être préparé, la question qu'on appelait la précarité à l'époque, qui n'est pas la même chose que la pauvreté, je ne vais pas vous faire, mais c'est pas tout à fait la même chose. Il y en a beaucoup et il y en a beaucoup dans la salle qu'on a rencontrés Maryse et quelques autres qu'on a rencontrés au fur et à mesure de Xavier, qui était venu nous faire l'honneur de nous visiter quand il était secrétaire d'État. Merci, encore. Il le sait. Il y a quelques jours, oui. Et donc l'idée, c'est pas l'idée, c'est que le principe de réalité, on l'a pris en pleine gueule, avec élan, avec la question des publics précaires, et puis la question du sida qui est arrivée en même temps dans les banlieues, dans les années un peu après 85, 86. Moi, je suis médecin,
formé sur les bancs d'une bonne faculté, signe, diagnostic, traitement. Je ne sais pas faire. Et puis, je m'aperçois très vite que sur le même territoire, au même moment, il y a d'autres professionnels avec d'autres compétences qui sont confrontés au même public, dans les mêmes difficultés, au même moment. On essaye de se rapprocher les uns des autres. C'est la naissance des réseaux, complètement informels et pragmatiques. Et puis on se cogne au principe de réalité. Les assistantes sociales de la CRAMIF, remarquables déjà à l'époque, il y a 30 ans, sur la connaissance de l'accès au droit, qui nous disent « c'est génial, c'est très bien, on va bosser avec vous ». Première réunion, médecins libéraux, on l'a fait à 20h. Une lettre de la responsable de l'équipe de l'assistante de la CRAMIF d'Île-de-France, qui était embarquée avec nous, sympa comme tout, gentille, intelligente, qui a tout compris. Elle me fait une lettre « c'est bien Bernard, très bien, mais nous, à 16h, le service est fini. 17h, on peut faire des réunions, mais pas après. » Bingo. Donc, le principe du... Alors, pour moi, c'est plus le travailler, ça a été dit, faire ensemble, que pour nous, professionnels, c'est aussi le faire ensemble. Et qui est un de nos chevaux de bataille depuis 30 ans. Eh bien, le faire ensemble, le travailler ensemble, il se heurte à des logiques institutionnelles qui, elles, sont en tuyau d'orgue, en verticalité. Et c'est pas fini. Ça, c'était il y a 30 ans. On est encore, et c'est même pire aujourd'hui. Je me marre, pas tous les jours. Ça, c'était la naissance des réseaux, et puis on est parti là-dessus. Même époque, ou un tout petit peu après, non, un peu après quand même, 10 ans plus tard. Alors, après, il y a les textes qui sont arrivés les uns après les autres. Là aussi, on rigole. On a eu au moins 4 lois santé depuis celle de Kouchner en 2002, juin 2002, jusqu'à la 5e qui va nous tomber sur la gueule dans les mois qui viennent, si j'ai bien compris. Et chaque fois, il y a une foultitude de dispositifs. Les circulaires, les décrets d'application ne sont même pas encore publiés, que déjà, il y a celle d'après. Et on y va. Et on change de dispositif. Et nous, on a traversé la politique de santé. C'est notre boulot, hein. Et puis la politique de la ville, parce que c'est là qu'on se situe au croisement des deux. Alors on a fait tous les sites expérimentaux, toutes les expérimentations pilotes, tous les dispositifs, mais ça durait 1 an, 2 ans, on avait un peu de sous, on nous appelait même pour présenter des projets, et puis 1 an, 2 ans après, le temps qu'on commence à comprendre et à organiser, à être un peu opérationnel, boum, poubelle. Et puis il fallait attendre le texte d'après. Et c'est pire aujourd'hui. Ça va beaucoup plus. Là, c'était 2-3. On a tout traversé sur la politique de la ville. Hein. Je ne vais pas les faire, mais il y a eu les DSQ, les DSU, les 400 quartiers, les ateliers santé-ville, les contrats locaux de santé. Et puis il y en a encore d'autres. Bon, je m'arrête là, mais on a traversé tout ça, et avec le croisement avec la santé. Et on a eu, à un moment donné, une rupture sur... et nous, on travaille beaucoup sur les publics vulnérables. Et notre base, c'était quand même un centre de consultation associatif soutenu par la ville de Créteil. Et je dois souligner le courage de Laurent Catala, qui a eu l'initiative de nous soutenir il y a 30 ans et qui continue à le faire aujourd'hui. C'est quand même pas mal sur ces questions. Et le gros de notre public, au niveau des centres de consultation qui sont devenus des passes maintenant, il y a eu des trucs changent. C'est quand même 80% de migrants. Et je me souviens très bien, en 2007, on a eu une fermeture du robinet des financements de la politique de la ville avec un directeur de la DAS, excuse-moi, mais tu n'es pas pour grand-chose, mais quand même, qui m'a dit « Est-ce que vous croyez, monsieur El Ghazi, qu'on va continuer à financer l'accès aux soins des étrangers sans papier ? Ils n'ont rien à foutre ici, et voilà, circuler. 50 000 € qui tombent. » On a eu la chance d'avoir des gens intelligents, notamment le directeur de l'URCAM, notamment les cabinets, je suis remonté au cabinet du ministre de la Santé et du ministre de la Ville, qui ont donné le feu vert pour qu'on retrouve par la porte ce qui était sorti par la fenêtre. Et on se bat comme ça depuis 30 ans, donc c'est quand même un peu fatigant. Alors, j'avais dit quelques histoires, toutes petites histoires comme ça, assez intéressantes. Emmanuel disait que j'étais aussi impliqué ailleurs. Ici, ailleurs, ça a commencé avec juste à la naissance d'Esther. Esther, c'était un groupement officiel d'intérêt public. C'était ensemble, solidarité thérapeutique, hospitalière. Et moi, j'avais fait rajouter en réseau. Le R de réseau, c'est... Merci. Donc, je me retrouve pour aller vous... comme ça pour voir, sur l'invitation de Bernard Kouchner, qui était président d'Esther, et de Jean-François Delfrécy, qui était responsable du programme scientifique, en Asie,
avec Pascal Revaux, qui est passé au COMED après, que vous connaissez peut-être, et on découvre ce qu'on a appelé là-bas les conseillers psychosociaux, qu'on n'a pas en France. Et la moitié étaient des gens directement concernés, donc séropositifs, qui faisaient l'accompagnement, l'aide à l'adhésion, ils allaient rattraper les perdus de vue avec des téléphones et des mobylettes autour de Phnom Penh. Et alors, on a commencé à les aider, à les accompagner, c'est un maître mot, l'accompagnement. Et puis, à cadrer un peu une espèce de formation, et plus formation, action, formation. Les deux trucs essentiels, je crois que ça a été dit, redit, c'est accompagnement, formation, et formation dans accès à l'information et accompagnement. Et on a donc encadré un peu les accompagnateurs psychosociaux à Phnom Penh. Il y a eu des formations financées par Esther avec SIDA Info Service et d'autres. Et 10 ans après, un peu dans la même logique, je me retrouve à Bafoussam, au Cameroun, à l'ouest du Cameroun, sur un projet Expertise France, puisque Esther, même au début, ça devait être Esther, et on fait de l'accompagnement du programme régional de lutte contre le sida. Donc on n'est pas là pour faire des formations, mais pour accompagner soutien méthodologique, santé publique, etc. Et là, on retombe sur les mêmes. Ils s'appelaient aussi accompagnateurs psychosociaux. Et on s'est battu pendant 5 ans pour qu'ils soient reconnus officiellement par le ministère de la Santé publique, parce qu'il s'appelle comme ça là-bas, du pays. Et aujourd'hui, ils ont un statut alors, il y avait des gens qui étaient payés, des bénévoles, des pas payés, des payés par l'hôpital, des payés par les assos, des un peu payés par Esther. C'était un bordel, pardon. C'était vraiment un peu compliqué. Et donc, on s'est un peu battu. On a fait auprès du ministère, avec le responsable de santé de la région, l'espèce de directeur de l'ARS de l'ouest du Cameroun. Et ils ont un statut. Le seul problème, c'est qu'ils ont un statut depuis 2 ans. Ils ne sont toujours pas payés. Mais voilà, mais c'est une histoire intéressante. Une autre petite histoire. Alors moi, je trouve intéressant, l'innovation, on fait que ça, mais c'est épuisant, l'innovation, parce que on n'est pas accompagné, on démontre un certain nombre il y a des résultats, on argumente, on évalue, on est capable d'évaluer, on a été aidé par des vrais passeurs, méthodologiques, éthiques, merci Emmanuel et quelques autres, et Bernard Pissarro, Antoine Lazarus, j'en passe, une flopée qui nous a accompagnés, qui nous ont permis d'apprendre qu'est-ce que c'était qu'évaluer, de faire des vraies évaluations qui tiennent la route. Et puis, on est toujours dans des trucs, un peu des petits coups de pinceau à droite, à gauche, on repeint, on fait des... Alors il y a 2-3 histoires intéressantes comme ça, les histoires des conseillers psychosociaux. Ben, on est en plein dedans, je crois, parce que ça, c'est quand même un exercice au quotidien sur le terrain de cette solidarité, du faire ensemble. Et moi, j'y crois encore. Il y a un truc qui est en train de sortir là que je trouve vachement intéressant. C'est pas moi, mais ça revient, du moins on bosse avec eux beaucoup. C'est Jean-Marc Ballette, qui est chef de service de pédopsychiatrie, qui vient de mettre en place une unité mobile mixte d'intervention milieu scolaire, avec lesquels on travaille. Donc ils ont des pédopsychiatres qui vont avec les éducateurs, qui vont avec les familles dans les écoles. Je trouve et on travaille avec eux là-dessus. Je trouve que c'est dans l'innovation, c'est quand même pas mal. Et il y a un truc que nous on a fait il y a quand même 30 ans, qui est des ateliers santé dans les quartiers, sur la base de l'éducation populaire des années 55-60, sur la base de l'Université des citoyens de Marseille. On a fait une université santé et citoyenneté à Créteil. 30 ans après, on est un peu fatigué. Et là, on lance un truc, on est en plein dans ce qui était dit tout à l'heure, sur la médiation, et médiation en santé sociale et culturelle. C'est-à-dire où on mélange l'accès à la culture. On est en train de goupiller un montage dans lequel il y aura une visite jumelée du musée de l'art et de la culture juive dans le Marais et de l'Institut du monde arabe, avec les équipes des 2 sites qui vont recevoir un peu nos participants. Pour moi, c'est aussi de l'accès à la culture et la culture est constitutive de la santé, de la place dans la vie de la cité. Donc l'histoire de la médiation me semble intéressante. On en est là. Oui, juste, on a fait aussi, alors là on s'est pas planté, c'était remarquable. Ça a été dit par l'intervenant qui intervenait sur la place du sport. On a fait un travail sur la sensibilisation aux problèmes de santé mentale des jeunes ados auprès des éducateurs foot de l'US Créteil. Ça a super bien marché. Le seul problème, c'est que le président avec lequel on avait monté le truc est décédé, ils sont en pleine restructuration. Donc c'est quelques petits
touche comme ça. Pour moi, tout ça, ça se mélange. C'est pas possible de dissocier l'approche sanitaire de l'approche sociale, de l'approche psychologique, de l'environnement. Et on a de la chance d'avoir quand même des collectivités qui nous soutiennent, le département, la région, la ville et aujourd'hui le Grand Paris Sud-Est à venir. Mais c'est quand même pas facile. Voilà. Je ne sais pas si j'étais dans les clous, mais...